Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un homme qui a vécu à travers son engagement professionnel plusieurs situations qui ont mis sa vie en danger. En 2000, il a même dû, par le biais de son travail, n'avoir nul autre choix que d'attenter à une vie pour en sauver d'autres. Un choix avec lequel il doit vivre encore aujourd'hui et non sans séquelles. Une action calculée et incontournable qui a changé et teinté son parcours professionnel. Dans sa carrière de défendeur du citoyen, il a été impliqué dans 3 fusillades, dont une prise d'otage. Ce policier à la retraite, mais toujours très actif envers la communauté et le métier qu'il a choisi, se démarque par ses nombreuses implications et actions tant envers ses collègues qu'envers les citoyens en général qu'il a choisi de protéger et servir. Que ce soit en commentant l'actualité policière, en étant formateur pour le corps policier, en collaborant avec les organismes communautaires de Montréal, en rédigeant un mémoire ou en sensibilisant les élus à la réalité policière, mon invité veut indéniablement améliorer les conditions de ses collègues policiers ainsi que la sécurité des citoyens. C'est avec un grand intérêt que j'entame cette rencontre avec Stéphane Wall. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Claudine. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Oui, ça te présente assez bien? Tout à fait. Ça ressemble pas mal à ça. Ça répète Puis il y a encore d'autres plus choses long. un peu. Oui, c'est ça, ça répète encore plus long, mais là, C'est assez. on va lui laisser le loisir de pouvoir se faire découvrir. Je sais que tu commentes souvent les aspects policiers, les interventions, ce qui arrive dans les médias. Donc, à ce moment-là. Et là, tu es un jeune retraité de la police depuis environ 3 ans. Exactement. C'est ça. Je suis parti le 1er juin 2020. 2020, oui, c'est ça. Et tu étais à Montréal? Tout à fait. Donc, dans une ville Il y a de l'action. où il y a de l'action. Tu as une retraite bien méritée. Oui. À travers ton parcours, parce qu'il y en a qui ont 25-30 ans de date puis qui n'ont pas eu le parcours que tu as eu en dedans de 9 ans de service, là, parce que toi, tu n'avais pas 10 ans de service, puis ça... Oui, c'est assez exceptionnel que j'ai été un des rares policiers, je pense, là, selon ce que les gens m'ont dit, impliqué dans 3 fusillades en 9 ans de service, à mes 9 premières années. Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'est ça. Disons que ça fait en sorte que le policier, il vit... on n'est plus juste dans la... pas juste, on ne veut pas minimiser ça, mais des fois dans la négociation pour de la violence conjugale ou des chicanes de voisins. Ou, Ça, j'en ai eu en masse. Ça, t'en as eu en masse. Ça Oh, comme ça, je sais pas si ça est venu mettre du piquant ou c'est venu dire « Hey, boy! » Tu sais, il ne faudrait pas que ça se passe tous les jours, mais c'est quand même beaucoup en 9 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir policier? C'est-tu un rêve de petit garçon? C'est-tu quelque chose qui était déjà dans ta famille, un métier qui était pratiqué dans ta famille? En fait, disons que moi, je suis un gars, je suis né sur le plateau Mont-Royal. Et ça n'a pas toujours été facile quand j'étais jeune. Puis lorsque les policiers, je les voyais agir en action, je le savais dès mon jeune âge, là, à 8, 9, 10 ans, que je voulais devenir policier. J'aimais, je les admirais. Je regardais, les films, les séries. Puis je me disais, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux aider les enfants, les femmes. Je veux sauver des vies. Donc, c'était mon plan A. Puis, pendant mon adolescence, j'ai fait des mauvais coups. On était dans la première vague du breakdancing. Oui, c'est vrai. Dans ces années-là. Le 13e ciel, t'allais-tu là? J'allais au 13e ciel. Sur Laurier. Oui, c'est ça, comme tous les jeunes du coin. Oui, on est de cette génération-là. Oui. Puis, c'est ça, à l'adolescence, ça n'a pas toujours été facile. J'ai fait quelques vols à étalage. Puis, à un moment donné, je me suis fait prendre. J'étais dans l'arrière-boutique d'un commerce où je m'étais fait prendre. Et il y a un policier qui est arrivé qui avait répondu à l'appel de l'agent de sécurité. Et j'avais peut-être 14 ans ou 15 ans. Puis ce policier-là, il était très humain. Puis il m'a parlé. Puis il dit, écoute, tu as fait une mauvaise action. Je t'écoute parler. Je pense pas que tu es ce genre de petit gars-là. Peu importe qu'est-ce que tu vas faire comme action, tu as toujours le choix
d'aller soit du bon côté des choses ou du mauvais côté. Il m'avait expliqué ça bien calmement. Puis, il dit, à partir de maintenant, il dit, ça peut être le point qui fait en sorte que tu vas t'en aller vers la gauche ou vers la droite, puis de faire les bons choix pour toi. Puis, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était comme un adulte, une police qui me disait ça, puis qui me le disait avec calme, avec respect. Puis, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, oui, je ne ferai plus jamais ça, voler à l'étalage, puis appelez pas ma mère, je veux pas que ma mère, mon père le sache. Puis, ben, il l'a appelé quand même. Oui. Il disait, écoute, retourne à la maison, je n'appellerai pas ta mère. Mais quand je suis arrivé à la maison, ma mère est en tabarnouche. Fait que, c'est beau, tu t'en vas dans la chambre, tu as volé, blablabla. Puis, mais ça m'a quand même amené un déclic. J'ai commencé à me dire à 15 ans, ben, il faut pas que je continue. Il ne faut pas que je continue à faire des vols d'étalage parce que je vais m'égarer. Puis, à 16 ans, ben là, je me disais, OK, je m'en vais vers la technique policière. Donc, tu sais, j'étais vraiment dans un point important. Puis cette rencontre avec le policier a été importante. Puis j'ai décidé d'aller en technique policière, de faire les efforts nécessaires pour devenir policier. Puis c'était mon plan A, ça a toujours été ça. Puis mon plan B, ben, c'était de devenir pompier. Je me disais, si jamais ça ne fonctionne pas, ben je veux sauver des vies, puis pompier, je pourrais le faire aussi. Donc la mission, le dévouement d'aider l'autre, c'est ça qui motive une personne à aller dans la police. Bien, je dirais que la majorité des policiers, parce que moi, je fais toujours attention à ne pas faire d'amalgame, fait que je précise toujours la majorité, certains. Oui. Donc, la majorité des policiers, la très grande majorité, c'est qu'ils veulent sauver des vies, veulent se rendre utiles pour leur prochain. Donc, souvent, les policiers en jeune âge vont avoir vécu des situations un petit peu spéciales. Okay. Ils ont des apprentissages de vie qui font en sorte qu'ils décident de donner au suivant puis de sauver des vies. Est-ce que certains policiers peuvent choisir d'y aller plus pour l'action le pouvoir, ou des en choses premier, comme ça, le pouvoir, l'action, c'est bien payant, l'adrénaline. L'adrénaline. Est-ce que ça peut être la première motivation de certains policiers? Oui. Peut-être, oui. Oui, mais c'est pas la majorité. C'est pas ça. Non, une chance. Moi, ce que je voulais, c'était sauver des vies, puis l'adrénaline, l'action, avoir des journées complètement différentes chaque jour. Tu as eu ce que tu as commandé. Exact. Tu as mis ça en mouvement. J'ai eu ça. C'est drôle, mais des fois, tu sais, c'est un peu ésotérique, mais c'est vrai, tu sais, tu voulais de l'action, puis... Moi, je crois beaucoup à la visualisation. OK. La préparation mentale, ça fait longtemps que je le prône. Puis effectivement, je crois que on attire parfois ce qu'on demande. Oui. Puis des fois, on ne le comprend pas sur le coup. Des fois, les résultats vont venir plus tard. Mais sans être trop ésotérique, je pense que ça fait partie du jeu. T'en as eu pour ton rhume en action. Bon, le travail d'un policier en temps normal, on le dit un peu à la blague, là, tu fais des chicanes de voisins. C'est souvent de l'intervention citoyenne d'aide. C'est quoi le lot d'une journée d'une police, là, dans une grande ville, par exemple? Bien, si on parle du patrouilleur, parce que tous les policiers, on commence comme patrouilleur. Donc, le patrouilleur, normalement, est sur les 3 relèves, de jour, de soir, de nuit. Donc, des horaires rotatifs, c'est pas toujours facile. Il y a à peu près 50% des policiers qui détestent travailler le jour. Puis 60% des policiers qui détestent travailler de nuit parce que, puis je fais exprès pour dire 110%, mais il y a énormément de monde qui n'aime pas travailler de jour puis travailler de nuit parce que le corps, avec les chiffres en rotation, peut avoir beaucoup de difficultés. Bon, l'insomnie, la cour, des fois on est de nuit, après ça on a de la cour de jour, donc on ne peut pas dormir. Donc il y a ce volet-là. Puis maintenant, une journée normale, c'est disons qu'on est de jour, bien, il y a un rassemblement au début de la journée. Donc le superviseur de l'équipe de travail, qui peut compter entre 8 et 10, 12, 15 policiers, va rencontrer ces policiers, va les mettre à jour sur ce qui s'est passé dans les corps de travail précédents. Il va dire, exemple, on cherche telle personne pour une violence conjugale, pour un vol, pour une agression sexuelle. On va avoir des photos. Puis là, nous, en patrouillant, lorsqu'il n'y a pas d'appel 911, bien, on va faire soit de la recherche pour des individus, soit de la prévention, soit du crime. Donc, on regarde des comportements suspects, soit des piétons qui rentrent dans une ruelle puis qui regardent un peu partout. Il y a de la bizarre, lui, la manière qu'il regarde les logements dans la ruelle. Des fois, ça va être les véhicules.
les infractions au code de sécurité routière, mais aussi les comportements routiers. Puis les comportements, est-ce que la personne qui est assise dans l'auto correspond au propriétaire d'un véhicule? Et s'il ne correspond pas, bien, on va faire des interceptions parce que la personne n'a peut-être pas un permis de conduire valide. Puis les policiers ne peuvent pas le savoir tant qu'ils n'ont pas intercepté. Donc, on fait des interceptions, des interpellations. Interception, on parle d'interception de voiture. Interpellation, on parle d'aller voir un piéton. Ça, c'est une interpellation. Un piéton qui a l'air louche. Qui a l'air louche ou qui tourne perdu, ou que les gens le regardent. Voyons, il est bien bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Puis, donc, ça, c'est des interpellations. Puis, bien, la majeure partie de notre travail, bien, ça va être la réponse aux appels du 911. Donc, là, on va avoir toute la gamme à partir de, OK, il y a quelqu'un qui est en train de briser des vitres, mettre de la peinture sur une bâtisse. Ça crie, ça se bouscule dans le logement à côté. Il y a de la bagarre. Il y a une petite fille qui a crié. Un accident de voiture. Il y a un accident de voiture. Donc, tous les appels au 911, bien là, ça va être la priorité. On veut répondre à ces appels-là le plus rapidement possible, puis trouver une solution pour sécuriser la vie le plus vite possible. Puis c'est comme ça qu'un policier commence dans son métier. Oui. Après ça, les possibilités d'un policier, c'est de faire quoi à partir du moment où il a fait quelques années, je ne sais pas combien d'années là, de patrouille? C'est ce qu'on appelle, c'est ça, sur le terrain de patrouille. C'est quoi les options? Bien, il y en a plusieurs. Okay. Dans un gros corps de police comme le SPVM ou comme la Sûreté du Québec, où il y a énormément de tâches à accomplir. Si on parle pour le SPVM, bien, tu peux décider d'aller au niveau des enquêtes, les enquêtes générales, les enquêtes spécialisées, éventuellement peut-être les homicides, les crimes majeurs, les agressions sexuelles, les enquêtes de proxénétisme. Il y a énormément de branches. Tu peux aller undercover. Tu peux aller agent double, undercover, pour les stupéfiants, pour différents types de ça, c'est ceux qui aiment l'adrénaline qui s'en vont là. Oui, puis moi, j'en ai connu une couple d'agents doubles, puis c'est des gens, c'est vraiment des comédiens dans l'âme, là. C'est des acteurs. Avec du cran. Du cran, du sang-froid, puis ça prend vraiment un caractère particulier. Il faut que tu sois capable de te démerder avec n'importe quelle situation, parce que souvent, tu vas te faire confronter dans un milieu de stupéfiants ou dans un milieu, de crime organisé. Bien, souvent, la personne, ils vont te tester, puis ils vont te dire, toi, t'es-tu une police? Puis non, je t'ai déjà vu, puis t'es une police, quelqu'un m'en a parlé, puis bien, toi, tu peux pas, c'est sûr que tu peux pas ouvrir. Bien, fait que là, il y a des stratégies, mais c'est des gens qui sont très, très bons, des très bons acteurs. Et bien entendu, bien, c'est ça. Les gens sont protégés, là. Ils sont pas agents doubles, sans protection. Protection minimum. Donc, il y a ça qui peut être choisi. Puis, bien, il y a tout le volet aussi, tous les métiers comme maître chien, venir sur des scènes pour tenter de localiser soit des armes, soit des personnes perdues en forêt, perdues dans un endroit, les preuves. Donc, maître chien, l'identité judiciaire qui vont venir prendre toutes les preuves sur une scène de crime pour tenter de relier des évidences à des suspects potentiels. Donc, il y a énormément de métiers possibles. D'avenue, là, puis il y en a qui veulent monter aussi pour devenir cadre, gestionnaire, puis s'en aller vers la haute direction. Donc, ça aussi, c'est un avenue pour certaines personnes. Donc, il y a plusieurs ouvertures dans le corps de police quand même qui peut... Tu sais, la personne finit par se dessiner, se définir dans qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'elle aime, puis il peut... quand un jeune policier ou une jeune policière débute, il est jumelé avec un policier plus d'expérience. Quand tu as des teams, mettons, là, comment ça fonctionne? Comment un team de policiers se forme? Bien, oui, en théorie, ce qu'on veut faire, c'est vraiment jumeler un jeune à un policier d'expérience ou une policière d'expérience. Donc, autant que faire se peut, on le fait. Malheureusement, présentement, sur le terrain, c'est très jeune. Les policiers qui ont un petit peu plus d'expérience, sont rendus dans des groupes d'intervention, dans des groupes tactiques d'intervention, aux enquêtes. Ils ne veulent plus nécessairement être sur le terrain aussi. Bien, c'est ça. Il y en a encore. Moi, j'ai fait 29 ans, soit à la formation, soit au coaching en usage judicieux de la force, soit comme superviseur. Donc, moi, j'ai été un gars de terrain tout le long. Il y en a encore quelques-uns, mais il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui rentrent. Donc, malheureusement, actuellement, il y a un manque d'expérience sur la route.
Donc, ça se peut qu'il y ait un policier qui ait 1 an de date, puis qui soit jumelé avec un jeune qui vient de rentrer. C'est pas beaucoup 1 an de date. Non. Donc, avant de vraiment... C'est encore un jeune humain. C'est encore un jeune. Donc, ça peut amener des erreurs d'inexpérience sur la rue parce que tu n'as pas vécu des situations, donc tu n'es pas aussi alerte à ce que ça pourrait mal virer. Donc, ça, c'est une problématique. C'est 2 jeunes comme ça qui se retrouvent dans la prise d'otage que tu as eue, là. Encore ça ne là, revire peut-être pas de la même façon, là. Encore là, au niveau de la prise d'otage comme telle, que peut-être qu'on abordera plus tard, moi, je fais toujours attention, puis j'étais de même il y a 30 ans, je suis encore comme ça maintenant. Je pense que la compétence ne vient pas toujours juste avec l'expérience. Avec les années. Tu l'as déjà en toi. Il y a quelque chose que tu as en toi. En fait, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir 25, 26 ans de carrière qui, à cause de leur bagage, vont décider de ne pas poser certaines actions parce qu'ils ont eu des conséquences auparavant sur certaines situations. Puis là, ils disent non, c'est pas vrai que moi, je vais prendre des décisions encore une fois. Donc, ils vont se retenir de prendre des décisions alors que c'est des gens expérimentés parce qu'ils ont des séquelles du passé. Et tu as des jeunes qui vont arriver, qui vont avoir 6 mois, 1 an, 2 ans d'ancienneté, puis qui vont prendre une action qui n'ont pas d'expérience, mais qui vont prendre une action que d'autres n'auraient pas pris. Non, mais donc, comme toi, quand il y a eu l'événement, tu n'avais pas 30 ans de date, là. Non, moi, j'avais 8 ans de date. Tu sais, c'est quand même 8 ans, mais comme on dit, là, peut-être qu'un policier de 20 ans n'aurait peut-être pas eu le même sang-froid. Tu sais, on ne sait pas, là. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'avoir la volonté puis d'être déterminé à aller régler une situation. Puis, c'est pas une question de sexe non plus. Non. Parce que dans l'histoire des événements, si on prenait tous les événements qui se sont passés, bien, tu as un policier, une policière, 1 an de date, 3 ans de date, 12 ans de date, 25 ans de date, qui ont fait la différence. Donc, c'est pas une question de ça. Mais en règle générale, l'expérience t'amène plus de confiance en toi. Parce que tu sais jusqu'à où tu peux aller. Puis pour plus, pas te faire plus mal. de confiance, puis il y a de l'expérience derrière la cravate aussi. Là, tu sais maintenant, à travers les essais-erreurs, c'est une histoire d'humains, à traiter des humains, puis à venir en aide à des humains, etc. Fait qu'à chaque jour, c'est une expérience, puis c'est un bagage qui est constant, puis c'est jamais pareil, là, vos journées. Même si, oui, il y avait des chicanes de voisins, mais les chicanes de voisins se suivent et ne se ressemblent pas. Des fois, ça se ressemble pas mal. Ah oui? Ben, les acteurs changent, mais ça se ressemble. Ah là là! Ouais. Parlons justement de cet événement-là qui est arrivé. Ouais. Je le disais, tu as eu trois fusillades, dont une prise d'otage. Ton premier gros événement, là, c'est à quel moment, puis qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je rentre au service en 91, avril 91, et je travaille dans l'Ouest à Pierrefonds, ce qu'on appelait le district 12 dans le temps. Et à un moment donné, j'ai peut-être 1 année d'ancienneté, c'était en 2012. On est appelé à aller sur un service d'ordre qu'on appelle pour une fête anti-ice qui s'appelle la Carry Fight, qui est plus dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce. Donc, ça prend des policiers de partout sur l'île qui vont se rassembler parce qu'il va y avoir énormément de monde. Puis dans les années précédentes, il y avait eu des coups de feu, il y avait eu des fusillades pendant ce défilé-là. Donc, il voulait avoir suffisamment de présence policière pour dissuader des gens de tirer. Et puis là, j'essaie de faire une histoire courte parce que c'est mon premier événement marquant. Mais éventuellement, pendant le défilé, pendant la fête qui était dans un parc sur King Edward et Sherbrooke, nous, on était dans le parc comme policiers qui patrouillaient à pied avec mon groupe de policiers. Et il y a un jeune qui voulait faire ses preuves comme membre de gang de rue, un jeune de 15 ans avec la peau noire qui a tiré sur la foule avec un 12 tronçonné. Il a fait 3 blessés sur la rue. C'est nous qui avons vu la situation, qui a pris en charge la situation, qui a mis les premiers soins. Et, oui, parce que c'est ça, là, il arrive quelque chose comme ça, c'est pas de courir après le voleur ou on ne l'avait pas vu, on ne savait pas où il était encore. On ne savait pas d'où ça sortait. Bien, c'est d'apporter soin aux blessés avant tout. C'est ça, on a vu les blessés, donc on s'occupe d'eux autres. Puis moi, pendant que mes policiers sont en train, mes partenaires sont en train de regarder les plaies puis de demander de l'aide,
moi, je regarde dans le parc, puis je vois le jeune suspect qui sort son 12, puis qui pointe encore vers la foule, puis qui tire un deuxième coup de feu. Donc, à 45 degrés, donc la chevrotine, là, en passant en haut de nos têtes. Puis j'ai un peu figé, puis c'est un de mes partenaires qui est parti en poursuite à pied après le suspect. Donc, moi, j'ai suivi, parce que là, c'est la première fusillade, je voyais de ma vie. J'ai suivi, puis on a poursuivi le suspect à pied dans le parc. À un moment donné, moi et mon partenaire, on a dû se séparer parce qu'il y avait un obstacle dans le parc, puis je voulais prendre en contresens le suspect s'il avait contourné cet obstacle-là. Et quand je suis arrivé de l'autre côté de la bâtisse, j'ai vu mon partenaire et le suspect qui était vraiment comme un peu dans un film de western, de cow-boy d'Indien. À se tirer d'un bord puis de J'ai l'autre. vu le suspect qui avait un 12 dans sa main, le policier qui était peut-être à 25 pieds dans le dos du suspect, puis moi, j'étais peut-être à 40 pieds en arrière. Et j'ai vu le jeune suspect se retourner avec le 12 vers le policier, donc pointer le policier avec son 12, qui venait tirer à 2 reprises. Et le policier le pointait comme ça. Et les deux se sont regardés pendant 1 ou 2 secondes. Puis à la dernière seconde, le policier a tiré un coup de semonce par-dessus la tête du suspect. Le suspect a figé, s'est reviré de côté, a lancé son 12 dans une barboteuse pour enfants, une piscine pour enfants. A été dans l'arrière-cour, est sorti du parc, a été dans une cour où il y avait des bâtiments. On a fait un périmètre. Et le suspect est ressorti, après s'être changé, il a pris un chandail sur une corde à linge. Il est ressorti directement face à face avec le policier qui l'avait le mieux vu. Donc, il a été arrêté. Puis, quand je suis retourné voir mon policier, que j'avais accompagné là-dedans, il était blanc comme un drap. Puis là, il ne parlait pas. Il était sous le choc. Puis moi, c'est la première fois que je voyais un policier sous un choc traumatique. La sergente est arrivée. Elle m'a dit, « OK, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai expliqué les circonstances. Elle dit, « OK, maintenant, tu vas le désarmer. Tu gardes l'arme avec toi. Il ne faut pas qu'il ait son arme. Tu ne lui donnes jamais. Tu l'accompagnes à l'hôpital. Puis moi, je vais t'envoyer des enquêteurs. » Puis, policier, ça, là. Oui. Fait que moi, on s'assoit dans l'ambulance. Le policier était rendu en camisole blanche. Là. Il avait enlevé sa chemise. Il avait très chaud. Il était blanc comme un drap. Et pendant que j'étais dans l'ambulance avec, j'essayais de le réconforter. Je dis, es-tu correct? Comment tu te sens? Puis il parlait pas. Il était dans sa bulle. Il fixait le toit de l'ambulance. Puis finalement, un petit peu avant d'arriver à l'hôpital, il m'a dit, Stéphane, il aurait pu me tuer. Il m'a pointé avec son arme. J'ai pas été capable de le tirer. Il aurait pu me tuer. Il m'a pointé. Je n'étais pas capable de le tirer. Puis là, j'essaie de le rassurer. Je dis, écoute, c'est normal. Je dis, comment personne n'aurait été capable de le tirer? On parle d'un ado de 15 ans avec la couleur de peau noire. Dans le temps, on avait eu les événements d'Anthony Griffin. On avait eu Marcellus François. Donc, puis là, de tirer sur un enfant, même s'il vient tirer sur une foule, c'est pas évident. Non. Déjà, c'est pas évident d'enlever une vie d'un homme entre 18 et 30 ans. Bien, imaginez un jeune, un adolescent de 15 ans. Mais il a vraiment pointé le policier. Puis, bien, c'est ça. Là, on l'a emmené à l'hôpital, les ressources sont arrivées. Puis moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que, OK, si moi, ça m'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Puis est-ce que je suis prêt à faire ce genre de situation-là? Puis là, à partir de 92 jusqu'à 2000, parce que j'ai eu ma prise d'otage, je me suis beaucoup intéressé à la visualisation, la préparation mentale, la formation d'emploi de la force, me faire des scénarios, me dire, OK, un jour, c'est moi qui vais avoir peut-être un adolescent devant moi ou une adolescente avec un couteau qui poignarde des gens. Est-ce que je vais être capable de le faire? Mais il faut que tu te poses ces questions-là avant un événement, pas, tu sois prêt, pas pendant. Il faut que tu sois conscient. Exact. Donc, ça a été ma prise de conscience. Puis ce qu'on a su dans cette enquête-là du premier événement, c'est qu'effectivement, le jeune suspect, il a tenté de tirer vers le policier, mais l'arme se serait enrayée. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais s'il avait tiré sur le policier aurait été en réaction. Il aurait été atteint avant de faire feu. Puis ce policier-là, bien, il n'a pas survécu à son événement. Après quelques années, il a changé de métier. Il n'était plus capable d'être policier. Il n'était plus capable d'avoir son arme. Puis il a changé de métier. Donc, mais c'est traumatisant. Il a été traumatisé, puis il n'a pas survécu psychologiquement à son agression.
Donc, ça a été ma première fusillade de près, puis j'ai vécu les conséquences. Puis là, après ça, j'ai eu la prise d'otage 8 ans après. Là. OK, fait que 8 ans après, ça, c'est où? Ça se passe encore à Montréal? Oui. C'est la... Encore là, je vais essayer de faire une histoire courte, parce que j'ai énormément de détails. On a le temps, je vais te servir de l'eau pendant ce temps-là. Mais c'est bon. T'es un buveur d'eau. Oui, j'étais un buveur d'eau. Je suis reconnu, j'avais toujours ma bouteille d'eau. Donc, c'est ça. On est le 31 mai 2000. Je suis rendu dans Rosemont, la petite patrie. Mon poste de police, il est à Bélanger et Papineau, le poste 35, le PDQ 35. 31 mai 2000, c'est la journée des funérailles de Maurice Richard. Ce matin-là, j'ai un des policiers que j'ai entraîné. Moi, je suis agent senior, donc j'entraîne justement des recrues où je remplace mon superviseur quand il est en congé. C'est moi qui deviens superviseur. Donc, j'ai mes policiers qui s'en va aux funérailles de Maurice Richard au centre-ville. Et moi, je patrouille avec un autre jeune que j'entraîne pendant ce matinée-là. Puis, vers 11h moins 10 environ, le 911, le studio nous dit « OK, allez manger ». Donc, il nous envoie notre heure de repas. Et j'arrive au poste, j'enlève ma veste par balle, ma chemise, accroche ça, enlève mon ceinturon. Comme j'avais appris depuis 8 ans des anciens collègues, que quand tu es au lunch, ben, c'est ton heure, tu fermes ton radio, tu n'es plus dans la police pendant 1 heure. J'avais appris ça, moi. Mais pour décrocher, psychologiquement aussi, ça devait être. Pour décrocher, mais c'est la dernière fois que je l'ai fait. OK. J'ai appris cette journée-là qu'il ne faut jamais faire ça. OK. Donc, j'avais été mal coaché dans mes premières années. Ah oui, OK. Oui. Donc, je décroche tout. Puis, à un moment donné, vers, je ne sais pas, 11h moins 7, moi, je venais de mettre mon spaghetti dans le micro-ondes. Puis là, le policier en question, les funérailles étaient revenus. Il rentre dans le poste, Victor, qui s'appelle. J'ai dit, puis Victor, comment c'était là-bas? Il dit, écoute, c'était vraiment émouvant. On a eu des discours, bon, Jean Béliveau, entre autres. Puis, il s'en va vers l'avant du poste. Puis, tout de suite, il repart à courir vers l'extérieur. Puis, il passe à côté de la cuisine. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Brigitte, elle vient de se faire pointer avec un gun. Brigitte, c'était une policière qui était dans un PDQ de Parc Extension, qui est venue en collaboration sur un appel. Puis là, elle venait de se faire pointer par un gun. Et moi, je n'ai pas entendu ça parce que mon walkie-talkie était fermé depuis 3-4 minutes. Donc, j'ouvre mon walkie-talkie, tout excité, voyons qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'entends la panique, ces ondes. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fermé notre walkie-talkie, au même moment, il y avait un vol qualifié dans une banque Bélanger et Saint-Hubert, banque Toronto Dominion. Donc, il y a un suspect qui rentre là, qui demande les caisses, qui simule une arme, puis qui monte une arme. Puis, le suspect, lui, après avoir fait son vol, s'en va dans la ruelle, va chercher son vélo, se met un chandail de plus, puis part sur son vélo, puis s'en va sur Bélanger vers l'ouest. Donc, l'appel rentre au 911. OK, il y a un hold-up à la banque. Là, toutes les autos de police s'en viennent, dont Brigitte, qui est dans un quartier juste à côté, qui est toute seule cette journée-là. Puis, Brigitte, elle descend Saint-Denis vers le sud, à partir de Jean Talon. Puis, elle voit un cycliste passer sur la lumière rouge devant elle, puis qui prend Saint-Denis vers le sud. Puis là, elle dit, mon Dieu, il n'est pas gêné devant un char de police passer sa rouge de même. Mais elle ne sait pas que c'est le suspect parce qu'il n'est pas exactement la même description. Donc, elle commence à le suivre. Elle baisse sa vitre du côté passager. Elle dit, monsieur, au moins quand la police est là, passez pas sa rouge. Mais son intention, c'est pas de l'arrêter lui parce qu'elle, elle cherche elle cherche pas un cycliste qui passe des feux rouges. Elle cherche un gars de hold-up. Qui a l'air de suspect. Là, c'est ça. Sûrement pas en vélo. Bien, en tout cas, il n'y a pas le même linge. Non. Fait que là, elle le suit quand même, elle regarde partout, puis elle dit, il me fatigue dans ses ajustements. Comme un feeling. Oui, elle a comme un feeling. Puis elle dit, OK. Fait que là, elle passe 2 intersections. Finalement, elle décide de l'intercepter au coin de Beaubien-Saint-Denis. Elle met son véhicule devant, il bloque le chemin. Lui, il laisse tomber son vélo. Elle ouvre sa portière. Elle dit, OK, monsieur, restez là. Puis là, lui, il avait comme un sac à dos. Il l'amène en avant, met sa main dans le sac. Là, elle dit, ce qu'elle m'a expliqué après, elle dit, là, je commence à sortir mon arme parce que j'ai peur qu'il me sorte un arme. Puis là, il me regarde, fait un genre de petit sourire, puis il commence à courir.
Fait que là, il se pousse de elle. Donc, une poursuite à pied, 3351, poursuite à pied. Je ne sais pas si c'est le bon suspect, mais amenez-moi du monde, amenez-moi du monde. Fait que là, lui, le suspect rentre. Dans le temps, il y avait un Dunkin' Donuts sur Saint-Denis-Beaubien. Après ça, il y a une ruelle à l'ouest. Puis après ça, c'est la rue de Rolette. Lui, il rentre dans la ruelle entre Saint-Denis et Beaubien, la ruelle vers le sud. Rentre dans une des cours, peut-être 6 ou 7 bâtiments à partir de Beaubien. Puis, quand Brigitte le perd de vue momentanément, elle sait à peu près il est où, elle se place les mains sur une clôture, qui avait des planches comme ça. Puis là, quand elle regarde l'autre bord, bien, il pointe un arme. Il était dans la cour, puis il pointait un arme à peu près à 6-7 pieds de son visage. Là, elle voit le canon gros comme ça. Elle a peur de sa vie. Donc, elle se jette en bas de la clôture. Puis là, elle est en panique. OK, il y a un arme, c'est sûrement le bon suspect. Amenez-moi du monde, amenez-moi du monde. Il y a un gun, il y a un gun. Puis c'est ce que Victor venait d'entendre dans le poste. Donc, moi, quand j'entends toute cette histoire-là, ben, qu'il y a un périmètre qui s'installe, je dis à mon partenaire, OK, Michel, let's go, on se rhabille, on s'en va là-dessus. Ouais, mais là, Stéphane, on n'a pas demandé d'autorisation. Laisse faire l'autorisation, viens-t'en, on s'en va là-dessus. On s'en va là-dessus, on roule, c'est moi qui est conducteur. Quand j'arrive au coin de Beaubien, Saint-Denis, je vois qu'il y a peut-être une quinzaine de policiers. Donc, il y en a dans la ruelle, je vois qu'il y en a sur Beaubien et de Rolette aussi, qui ont commencé un périmètre. J'entends les policiers qui disent, OK, le gars est complètement crackpot, là. Je décide d'aller Saint-Denis jusqu'à Bellechasse. Bellechasse, de me stationner de Bellechasse et de Rolette pour faire un périmètre là. Puis, je dis à mon partenaire, OK, Michel, tu cours sur le trottoir Est. Moi, je vais prendre le trottoir Ouest. Tous les piétons que tu vois, tous les vélos, les automobilistes, tu m'envoies ça vers Bellechasse. Rien vers le nord pour essayer de sécuriser la zone. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'ils passent de la ruelle, qu'ils défoncent un logement, puis qu'ils arrivent sur la rue de Rolette. Puis qu'elle est plus... Bien, qui ait accès à des victimes possibles. Donc, c'est ça ma crainte. Je prends une petite gorgée. Oui. Puis là, on commence à courir sur de Rolette vers le nord. Puis, ce qu'on entend sur les ondes, c'est, OK, le gars, il est capoté, il nous pointe. Il pointait 6 ou 7 policiers dans la ruelle. Puis lui, il était sur un deuxième étage. C'était des duplex un à côté de l'autre. Là, il pointait les policiers comme ça. Puis, ah ouais, tirez-moi, esti, va vous tirer. Puis là, il menaçait, puis il pointait les policiers. Fait que oui, les policiers étaient justifiés de faire feu, mais personne n'a fait feu. À un moment donné, il y a un policier en arrière qui disait, attention, les policiers en avant, parce qu'il va défoncer une porte. Il défonce. Puis là, il défonce une porte au deuxième étage. Il rentre dans un logement. Il n'y a pas personne. Heureusement, il est à peu près 11h10, 11h15 le matin. Ils sont au travail. Il n'y a pas personne. Il ressort en arrière, traverse le balcon, puis s'enligne vers une deuxième porte. Attention, les policiers en avant, il va défoncer, il s'enligne pour défoncer une autre porte. Mais les policiers, à ce moment-là, dans les règles de droit qu'on a dans la loi, on a le droit de faire feu sur un gars comme ça, dans cette circonstance-là. Parce que là, il rentre Parce partout. qu'il rentre partout. Puis on ne sait pas s'il y a du monde dans la maison. Puis on appelle ça, c'est dans le code criminel, on appelle ça l'article 25.4. Quelqu'un qui est en fuite, armé, qui peut causer des lésions corporelles graves ou la mort, bien, on a les motifs raisonnables de protéger le public. Mais il n'y a pas de coup de feu. Donc, finalement, le super rentre, passe à travers le logement, puis effectivement, OK, on le perd de vue en avant, il va peut-être arriver. Puis quand le policier dit ça, moi, je cours. Puis là, je vois une porte s'ouvrir dans un deuxième étage, mais je suis loin. Je suis peut-être à 150 pieds ou à 50 mètres. Donc, je suis loin. Puis je vois des policiers qui commencent à s'activer en avant. OK, lâche ton arme, mets ça à terre. Puis là, c'est eux autres qui commencent à verbaliser. Puis moi, je ne vois pas l'arme, parce que la manière que le suspect est sur le balcon, puis tranquillement, il commence à descendre les marches, c'est qu'il a l'arme sur le bord de la cuisse droite, alors que moi, je suis à sa gauche. Donc, je ne vois pas. Sa cuisse me cache l'arme. Mais j'entends les policiers, lâche ton gun, lâche ton arme. Et donc, il y en a un. Il y en a un. Puis là, il descend les marches. Puis moi, dans ma tête, il y a un coup de feu qui s'en vient. Dans ma tête, il y aurait eu possibilité de coup de feu en avant, en arrière, parce que un an avant ça, j'avais eu une formation sur les prises d'otages. Puis j'avais posé, c'est pour ça que je crois beaucoup à la visualisation, là, puis l'instructeur qui m'a répondu, c'est encore un de mes amis. Puis des fois, on en parle, puis c'est encore clair que c'est comme ça s'est passé. Un an avant, sur une formation en prise d'otage,
j'avais posé la question, si vous êtes des gars du SWAT, du groupe tactique d'intervention, tireur d'élite, si vous êtes sur une prise d'otage, puis qu'un suspect veut descendre à partir d'un 2e étage, puis il veut s'en aller vers le trottoir, quand est-ce que vous allez faire feu pour neutraliser la menace? Il ne voulait pas me répondre au début, parce que c'était trop précis comme question. Finalement, après 2-3 tentatives, j'ai réussi à l'avoir, puis il m'a dit, bon, je vais te répondre. Là. Il m'avait dit, écoute, il dit, c'est sûr certain que cette personne-là, ce suspect-là armé, ne peut pas se rendre au trottoir. Donc, dans les marches, notre tireur d'élite va prendre action, va prendre un Pendant tir. qu'il est en mouvement, qu'il descend. Pendant qu'il descend. Parce que s'il arrive sur le trottoir puis qu'il n'y a pas eu de coup de feu puis qu'il part à courir d'un bord ou de l'autre, bien, même pour un tireur d'élite, une cible en mouvement, ça ne veut pas dire que tu vas l'attraper. Puis ta balle, si tu ne l'attrapes pas, bien, elle peut traverser une fenêtre d'un voisin. Puis là, bien, tu peux causer une victime collatérale. Donc, si elle descend comme ça, c'est plus facile. Fait que moi, j'avais enregistré ça. C'était un de mes plans que je m'étais dit, OK, quand je vais avoir ma prise d'otage, bien, c'est là que je vais faire feu. Mais je n'étais pas positionné, j'étais trop loin pour prendre cette décision-là. Donc, le super descendu. Moi, je me disais, OK, il y a quelqu'un qui a eu cette formation-là. OK, il n'y a pas de coup de feu, pas de coup de feu. Puis là, il arrive sur le trottoir, il arrive quoi? Comme on avait parlé dans le cours, il commence à courir. Et il traverse à travers la rue de Rolette, où ce que j'étais, puis il arrive sur le trottoir du côté ouest, où ce que je suis. Puis là, il y a plein de policiers. Il passe à côté des policiers, puis les policiers font ça, mais personne ne fait feu. Là, il arrive sur le trottoir. Moi, je m'en vais dans la rue et je me rapproche de lui. Je suis en mouvement, tandis que les autres policiers sont pas mal tous stationnés, bien, en fait, en petit bonhomme, policière, mais ils ne tirent pas. Comme dans un jeu vidéo. Là, oui, mais en même temps, je ne suis pas dans le jugement parce que je sais que c'est une question de formation. C'est une question de formation puis une question de personnalité. Comme on disait, d'émotion. Oui, j'imagine, beaucoup de formation. Là. Quoi faire à quel moment? Donc, là, je le perds de vue quelques secondes. Puis là, quand j'arrive, protégé par un auto, bien là, je le vois, il est dans une cour intérieure sur la rue de Rolette. Sur de Rolette, du côté ouest, à cette hauteur-là de Beaubien, toutes les façades sont à l'avant, avec le petit parterre, sauf une maison, que la maison est dans le fond, puis toute la cour est en avant. Bien, il est là. Puis là, je reconnais, bien là, il y a un otage. Puis je reconnais l'otage tout de suite, parce que je suis directement devant le suspect et l'otage. Je suis peut-être à 25 pieds, les autres sont dans la cour. Moi, je suis caché en arrière d'un auto. Puis je reconnais l'otage, c'est Jules Roiseux de Salut Bonjour. C'est un chroniqueur de 20 fromages dans le temps de... Ouais. Qui était avec, pas Jean-Yves Morin, avec Guy Mongrain. Guy Mongrain, oui. Puis il faisait une émission de 20 fromages avec Gaston Leroux aussi. Mais je le reconnais. Là, donc, je prends les ondes, j'avise au studio, je dis, OK, on est rendu, c'est une prise d'otage, madame, telle adresse. L'otage, c'est Jules Roiseux de TVA. J'ai dit, je vais parler avec. Là, je ne parle plus, puis là, je me concentre. Puis là, c'est vraiment comme dans un film. Ce que je vois, c'est la tête de Jules Roiseux, le suspect qui se cache en arrière de Jules Roiseux, qui est quand même un bonhomme assez imposant. Puis l'arme est sur la tête de Jules Roiseux. Puis je vois l'œil du suspect, un des yeux du suspect. Puis moi, je suis là-bas, à 25 pieds à peu près. Donc, j'ai à peu près ça, là. Si je décide éventuellement de faire feu, je le sais, à cause de la formation d'un an avant, je sais que sur une prise d'otage, le seul endroit que je peux faire feu, c'est la tête. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pour tuer, là. Pour tuer. Sur une prise d'otage, il faut neutraliser la menace. Puis la seule manière de neutraliser une menace, sans qu'il y ait on va appeler ça une réaction sympathique, là. C'est-à-dire que si tu tires ailleurs sur le corps, mettons, je décide de tirer dans le dos, je décide de tirer dans un genou, dans un bras, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une contraction musculaire. Peu importe ce que je vais tirer, le doigt du suspect sur la détente va faire ça de même. Il va se crisper. Puis, mon coup, disons que j'ai tiré dans l'épaule, bien, ça va faire en sorte que son coup de feu va partir, puis la tête de l'otage, ça va être une victime collatérale. Donc, la seule manière sur une prise d'otage, c'est vraiment le système nerveux central. Donc, c'est de tirer la tête. Donc, ce que ça va faire, c'est un relâchement des muscles. Tous les muscles vont se détendre. Donc, le doigt ne se crispera pas du suspect. Il va faire ça de même. Okay. Donc, moi, je savais à cause de la formation. Là, je commence à parler avec le suspect, puis je pense que j'étais assez calme, puis j'ai dit,
Écoute, laisse aller le monsieur, il t'a rien fait. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es rendu là aujourd'hui, mais il y a toujours des solutions. Fait que laisse aller le monsieur, mets le gun à terre, puis on va trouver des solutions. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu ce que je te dis? Il répond pas. Puis là, il commence à avancer. Puis je peux te dire, Claudienne, que quelqu'un qui avance vers toi avec un gun, c'est vraiment épeurant. Parce que, mon Dieu, il se rapproche de moi, là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est proche, là. Là, il sort de la cour, il arrive sur le trottoir, puis moi, entre moi et lui, on est peut-être à 3 mètres, là. Parce qu'il est sur le trottoir. Moi, j'ai un auto, puis je suis caché dans l'arrière de l'auto. Puis là, il arrive à ma hauteur, comme ça, peut-être à 8-10 pieds. Puis il se retourne comme ça. Fait que là, je vois sa tête, mais je vois aussi la tête du suspect de mon angle. Donc, si ma balle passe dans la tête, bien, je vais peut-être prendre la tête de l'otage aussi. Je ne veux pas faire ça. Puis là, je dis, est-ce que tu m'entends? Si tu as des problèmes de drogue, de dette de jeu, n'importe quoi, peine d'amour, il y a toujours des solutions. Si tu as besoin de thérapie, écoute-moi. Ce que je vais faire, là, c'est laisse aller le monsieur, mets ton arme à terre. Je t'emmènerai même pas voir un enquêteur tout de suite. Je vais aller te payer, t'inscrire dans une maison de thérapie. Puis après ça, je vais t'emmener voir un enquêteur. Tu comprends-tu ce que je t'offre? Puis là, il me regarde, puis il me fait comme ça. Mais il ne me parle pas. Puis il commence à marcher sur le trottoir. Là, il commence à s'éloigner de moi. Dans son non-verbal, c'était « je m'en calisse, j'ai plus rien à perdre. T'sais? Là, il s'éloigne, puis là, je me dis « OK, Stéphane, là, il faut que tu te fasses oublier. Tu as essayé 2 fois, 3 fois. Il faut que tu te fasses oublier, il faut que tu te concentres sur la tâche. » Puis là, il marche sur le trottoir, puis il s'en va jusqu'à Beaubien-de-Rolette. Puis, rendu là, il y a des policiers qui sont là, qui bloquent avec les autres polices, qui disent « Non, tu peux pas passer, c'est assez, t'en as assez fait, c'est assez, laisse-la aller, mets ton gun à terre, arrête, tu peux pas. » Puis moi, tout le long que cette randonnée-là se fait avec l'otage, ce que je vois, c'est la tête du suspect, un gun, puis la tête de l'otage, puis la tête est un petit peu superposée comme ça. Donc, je me déplace de où je suis, je m'en vais sur le trottoir, je lâche un peu ma barricade. Puis là, ben la manière que je me place dans l'angle, ben là, je vois tête. Donc là, ils ne sont plus superposés la manière que je me suis placé. Puis je sais où tirer. J'ai quand même assez confiance dans mon... Je ne suis pas un excellent tireur, mais je peux dire que je suis un très bon tireur. J'ai assez confiance qu'à 20, 22 pieds, 18, 20, 22, 23 pieds, je devrais être capable de l'atteindre. Je me place en arrière de lui. Puis, ce qui a vraiment... Ça dure à peu près... Mon processus d'analyse, c'était vraiment un combat entre le bien et le mal. Ou à ce temps, on appelle ça l'éthique. Okay. À ce temps-là, on appelait ça entre le diable puis un ange. Mais d'un côté, je me dis, Stéphane, tu as le droit. Tu as le droit, tu as été formé, ce gars-là aurait pu être tiré en avant, il met à risque les gens, donc il aurait pu être tiré là. Tu as le droit, tout te permet de le faire légalement, donc tu es justifié. D'un côté, ouais, mais Stéphane, pourquoi personne n'a tiré avant toi? Pourquoi ça serait toi le cave qui va tirer? Pourquoi c'est toi que ces enfants à l'école, quand ça va être dans les médias, bien là, les enfants vont dire hey, « on sait que ton père, c'est un tueur. Pourquoi c'est toi qui as enduré ça? J'ai-tu le goût de vivre ça, moi, là? Puis pourquoi ça serait moi qui serais dans un bureau parce que j'ai fait ma job? Puis pourquoi la communauté, la société va me juger « Hey, as-tu vu le policier? Il n'a pas donné de chance, puis c'est un assassin. » Puis là, j'ai ce dilemme éthique-là dans ma tête. Ça se passe vite, là, ça tourne vite. J'ai 1 minute et demie, là. 1 minute et demie que je pense à ça. Oui, je le fais. Non, je le fais pas. Oui, je le fais. Non, je le fais pas. Puis, mais en même temps que je suis en réflexion, je me dis, il faut que je me prépare au cas où je le ferais. Puis, donc, je me place. Puis, à un moment donné, la dernière pensée que j'ai, c'est parce que le suspect, pour la première fois, va dire au policier devant lui, va dire, là, mes hosties de chiens, tassez-vous. Parce que je le sais, puis je me tire. Puis moi, je le sais que sur une prise d'otage, bien, les policiers, on le sait, là, on ne peut pas laisser sortir quelqu'un d'un périmètre. Parce que si ce gars-là, on le laisse aller, puis qu'il rentre dans un restaurant où il y a 10 autres personnes,
Il va prendre des en Ben otage. là, ils sont rendus à 11 otages. Fait que là, il va faire OK, je vais avoir un avion pour aller à Cuba. Puis si tu ne me le donnes pas dans 30 secondes, j'en tue un. 30 secondes passées, pars. T'en prends un autre. Si tu ne me donnes pas mon avion dans 1 minute, j'en tue un autre. Pars. Tu sais, ça finira pas. Donc, tu ne peux pas lui donner accès sur une prise d'otage. Un otage, c'est un otage de trop. Donc, en théorie, il faut l'empêcher de se rendre à un otage. On a le droit, je l'expliquais tantôt, de quelqu'un qui est en fuite, qui peut causer des lésions corporelles graves, la mort. On a le droit même de faire feu dans le dos d'un suspect. Puis ça, des fois, le public, ah ouais, as-tu vu les policiers ont tiré dans le dos? Oui, ça se peut qu'on soit obligé de le faire. C'est un suspect, puis... C'est un suspect armé. Ouais. Donc, la dernière chose que j'entends, c'est ça. Je le tire, puis je me tire. Puis là, je me dis, ah non, Stéphane, c'est pas vrai. D'une façon ou de l'autre, que tu sais ou tu sais pas... Faire quelque chose à conscience. Puis tu vas aller consulter un psy. Oui. Mais Ouais. si tu ton otage, tu vas consulter un psy toute ta vie. Fait que peut-être que de l'autre côté, tu vas le consulter moins longtemps. J'ai pas le choix. Je suis rentré dans la police, puis là, j'ai un frisson en le disant. Ça dépend tout le temps de mon histoire, pas tout le temps. Quand je la compte, j'ai pas les frissons en même place. Puis j'ai dit, OK, là, j'ai pas le choix. Fait que là, j'y vais tranquillement. Puis j'ai dit, OK, est-ce que ça, c'est le côté technique, est-ce que ma détente, c'est doux, la manière que je tiens mon arme, est-ce que c'est bien ce qui nous a été enseigné, la respiration, des techniques fondamentales qu'on appelle du tir. Ça a l'air tout correct. Est-ce que je vois juste ce que j'ai à voir? Oui. Puis je commence tranquillement la détente. Puis là, je vois une tête d'un policier se mettre... C'est comme dans un film, là. Moi, ce que je vois, c'est ça. Là. Je vois pas... Tout est flou autour, là. Mais je vois une tête d'un policier se mettre juste en arrière de la tête de mon suspect. Puis là, je dis, mon Dieu, qui est mal placé. Il vient juste de se placer. Fait que là, je me redéplace encore un petit peu, plus à gauche. Puis là, je dis, OK, là, je vois pas de tête en arrière. Puis là, je continue sur ma détente. Puis là, quand ça tire, bien, je suis super surpris. C'est ce qui est enseigné, là, c'est de ne pas anticiper. Donc, ça fait boum très fort. Je suis super surpris. Je dis, OK, ça a tiré. Puis là, je vois l'image, l'otage que lui est déstabilisé, ça cote sur le mur d'un commerce. Je vois mon suspect qui tombe vers le sol. Puis là, je commence à avancer vers lui. Montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. Puis j'arrive en haut de son corps. Puis il ne bouge pas du tout. Puis là, ben, je vois qu'il est tombé face contre le trottoir, les mains en dessous de son corps. Il y a un trou en arrière. Puis là, je vois du sang. Je fais « Oh, fuck! » Puis là, je regarde en avant. Puis je vois que la balle est sortie en haut de son sourcil parce qu'il y a un autre trou là. Puis là, ben, je vois le sang. Puis là, je fais « Oh, fuck! » Puis là, je réalise. Puis là, j'ai un autre son. Là, je dis « Je l'ai tué, il est mort, il est mort, il est mort. » Puis là, je crie ça bien fort dans la rue. Ils vont dire que j'étais un tueur, il est mort, il est mort. Puis là, j'ai super chaud. La manière que je me sens physiquement, c'est je suis plus capable de respirer, puis j'ai chaud. Donc, j'ai l'impression que je suis au sol, puis qu'il y a quelqu'un qui a déposé une palette de briques sur moi. Ma cage thoracique est grosse de même. Là. Il n'y a plus d'air qui rentre là-dedans. Je suis compressé, j'ai super chaud, puis je viens de tuer un homme. Puis là, j'entends autour de moi, parce que je ne vois pas les policiers, parce que je regarde juste la tête qui se vide de son sang. Puis j'entends un policier. Stéphane, c'est lui qui le demandait. T'as pas à t'en vouloir. T'as fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais tu comprends-tu? Je suis pas rentré dans la police pour tuer un homme. C'est ça que je me souviens. Puis, dans ma visualisation, je m'étais dit, quand ça va m'arriver que je vais être obligé de neutraliser quelqu'un mortellement, ben, je vais m'éloigner, puis je vais aller reprendre mes esprits plus loin. Fait que là, je suis rentré dans un mode automatique. Puis là, j'ai commencé à marcher sur le trottoir avec mon gun. Je suis rentré dans une boutique de femmes, ça rue Beaubien, peut-être le 2e ou 3e commerce. Puis là, je me souviens d'avoir vu, c'était flûté, là, mais je me souviens d'avoir vu une vendeuse là. Puis, monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Non, non, non. Puis là, je me suis rendu dans le fond du commerce. Je me suis assis sur le bord d'un mur à travers les racks de vêtements, à travers les vêtements. Puis j'ai enlevé ma chemise. J'avais super chaud. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai été assis là 40-50 secondes. Mais mes partenaires couraient en arrière de moi. Puis ils disaient, non, Stéphane, tu as été assis à peu près 7 secondes. Puis je t'ai tout de suite ramassé. Puis on t'a mis dans une auto de police pour t'emmener à l'hôpital.
Fait que là, je disais, non, laisse-moi ici, je veux reprendre mon souffle, je suis pas capable de respirer, j'ai pas d'air, je manque d'air. Là, j'ai embarqué dans un auto de police d'une sergente qui était dans un véhicule limitrophe. Qu'à l'hôpital, tu vas aller, Stéphane, on est avec toi, t'as fait ce qu'il fallait. Oui, mais puis là, je pleurais. Oui, mais je voulais pas tuer un homme, nanana. Puis, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis là, regarde, Notre-Dame. Notre-Dame. Fait que là, on s'en va à l'hôpital Notre-Dame. On arrive au triage. Puis là, l'infirmière qui est... Elle est longue, mon histoire. Non, mais c'est bon. On voit tout le film. C'est digne d'un film. Il faudrait qu'ils mettent ça en film. Fait que là, j'arrive au triage. L'infirmière, tout de suite, elle me voit. Elle dit, « Oh, monsieur. » Elle dit, « Vous, ça n'a pas l'air de bien aller. » Puis là, moi, je pleure. Puis je dis, « Madame, ça peut pas bien aller. » J'ai dit, « Je viens de tuer un homme. Puis je suis pas rentré dans la police pour tuer un homme. » Puis elle dit, sa phrase exacte, là, ça a été, « Monsieur, si vous l'avez fait, c'est parce que vous deviez le faire. » Ça m'a fait tellement de bien, là. Là, j'ai dit, je vous jure, je voulais faire autrement, je vous jure. Puis là, je me suis dit dans ma tête, OK, s'il y a une citoyenne, la première que je rencontre après mon événement, qui me croit, bien, il y en a peut-être d'autres qui vont me croire, qui ne diront pas que je suis un assassin. Donc, c'est ça. Fait que là, les ressources sont arrivées. Moi, j'ai fait mon rapport. J'étais en congé de travail pendant 10 jours. J'ai fait mon rapport la 6e journée au niveau des homicides, là, pour que ça soit enquêté. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça un bureau d'enquête indépendante, on appelait ça des policiers ministériels. Donc, j'ai fait mon rapport, ça a été envoyé, puis 10 jours après, je suis revenu au travail. Mais ils ont oublié de me mettre dans un bureau. Normalement, quand tu es impliqué dans la mort d'un suspect, tu vas faire des tâches administratives pendant quelques mois, le temps que l'enquête progresse. Mais moi, il manquait peut-être de personnel, mais dans les 10-12 jours après, j'étais rendu sur la route, mais j'étais pas un duo. J'étais tout le temps en backup au premier duo. Je n'étais pas le premier intervenant parce que je ne savais pas comment j'allais vivre ça. Est-ce que j'allais être nerveux avec une situation au risque? Donc, j'allais voir des situations au risque, puis je restais en retrait, voir comment je me sens. Puis je me disais, après avoir fait ça 10-12 jours, je me suis dit, non, je pense que je serais capable pour gérer une situation au risque de nouveau. Puis, 3 semaines après, j'étais déjà rendu en fonction supérieure. Je remplaçais ma sergente quand elle était... Donc, puis, ça, c'est arrivé le 31 mai. En octobre, début octobre, j'ai su, je pense que c'est peut-être fin septembre, j'ai su qu'il n'y aurait pas d'accusation portée contre moi. L'enquête était terminée. Quand l'enquête était terminée, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer l'enquêteur, le lieutenant détective des homicides. Puis, ce que j'ai appris, c'est que lorsque les enquêteurs ont fait leur enquête auprès de la famille puis des amis de cet individu-là, bien, d'un, lui, ça faisait son 10e ou 11e vol qualifié qu'il faisait. C'était un gros consommateur de crack. Il était... sa copine était agente d'artiste. Puis la veille au soir, il avait dit à sa copine, écoute, je suis plus capable. J'ai trop mal. Fait que ça va... Soit que je m'en vais méditer en Inde, ou soit que ça finit avec une police. Fait que lui, il voulait mettre fin à ses souffrances, peut-être par une police, puis c'est ce qu'il a choisi. Le lendemain matin, il a fait un vol qualifié. Puis tout le long de l'intervention, quand il pointait les policiers, ce qu'il voulait, c'était se faire tirer. Donc, c'est un suicide par policier. Puis ce que j'ai su, c'est que l'arme qu'il avait, ça ne tirait pas de vraies balles. C'était genre un pistolet de départ. Mais moi, je ne peux pas le savoir. Donc, lui, il voulait provoquer sa mort par des policiers. Puis là, en sachant que c'est un suicide par policier que j'avais vécu, moi, chaque année, j'y retourne le 31 mai depuis 23 ans. Je retourne ces lieux. Puis, il s'appelle Carl. J'ai dit, Carl, tu aurais dû aller méditer en Inde. Souvent, je vais y parler comme ça. C'est ça que tu aurais dû faire. Aller méditer en Inde, ça aurait été plus zen, puis peut-être tu aurais trouvé des solutions.
Mais c'est ça. Fait que ça a été sa solution. Puis le père de ce suspect-là avait dit, vous direz aussi aux policiers de ne pas s'en vouloir parce que mon gars il a toujours été perturbé. Puis il dit, je suis zéro étonné que ça ait fini de même avec la police. OK. Donc, ça m'a fait un peu un bond. Mais je n'étais plus capable de patrouiller dans ce secteur-là parce que chaque fois que j'avais un appel dans le coin de Beaubien et Saint-Denis, je me sentais anxieux, puis je voyais la flaque de sang sur le sol, puis je ne voulais plus aller dans ce coin-là. Fait que j'ai dit, il faut que je change de secteur. Puis à cet automne-là, ben, j'ai décidé d'aller dans Schlager-Maisonneuve, où ce que j'ai vécu un an après, 13 mois après, j'ai vécu ma 3e fusillade. Mais je pensais avoir guéri avec ma prise d'otage, avec les rétroactions que j'avais eues, avec comment ça s'était passé, pas d'accusation. Je pensais être guéri, entre guillemets. Je pensais être encore fonctionnel. Je pensais être capable de prendre des décisions. Puis ma troisième événement m'a montré que je n'étais pas guéri. Puis il n'est pas arrivé ce que j'aurais dû faire. Okay, ça avait laissé des séquelles. OK. Fait que donc, tu n'as pas fait l'intervention que tu aurais dû faire, que tu as été témoin en action que avec... J'étais trop en action. Ah, OK. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. OK. Je ne sais pas si tu veux que je la oui, on va en parler. Je veux juste savoir, l'otage, lui, comme M. Roiseux, justement, oui. là, ça a dû... C'est sûrement qu'on en a parlé à l'époque, mais parce que... Tu sais, je veux dire, ça doit être traumatisant aussi pour l'otage, là, qui est là, puis qui est... En fait, moi, j'avais un petit... je sais pas si c'est une petite déception. Oui, je pense que c'est le bon mot. J'étais déçu parce que j'ai pas eu de nouvelles de l'otage pendant un an. J'aurais aimé ça qu'il s'informe auprès de service de police. « Hey, comment il va le policier? » Puis, mais j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Puis, à un moment donné, on avait un vin fromage au syndicat de la fraternité des policiers. Puis, l'animateur de la soirée, c'était lui. Donc, j'étais avec des collègues, puis pendant la soirée, peut-être il y avait 150 policiers qui étaient dans la salle. Mais il y a des gens qui ont dit « Hey, M. Roiseux, le policier en question, il est là. » vous a sauvé la vie, là? Bien, en théorie, c'était pas un vrai gun, mais en théorie, oui. Fait que là, ils ont dit, puis là, il est venu me voir, il est arrivé avec une bouteille de vin, puis il dit « Hey, mon ami, il dit je ne vous ai jamais contacté, mais merci pour ce que vous avez fait cette journée-là. » Il dit « Ça, c'est une bouteille de vin de ma cave personnelle. » Il dit « Je vous donne ma carte. » Il dit « On prendra un verre ensemble chez nous. » Ben, j'ai dit « Je ne sais pas si on va aller chez vous, parce que lui, il restait dans la cour, ce que ça s'est passé. Quand il s'est fait prendre en otage... Il était dans sa cour. C'est parce qu'il était dans sa cour, puis il était curieux. Puis le suspect, il a mis un gun sur la tête. Si on va en parler des trucs à ne pas faire, si on des wéreux. Ou des wéreux, oui, ça peut être dangereux de devenir des wéreux. Des wéreux. OK. Donc, lui, il m'avait dit, il dit, écoute, il dit, juste te dire, moi, il dit, j'ai fait la guerre. Puis il dit, je n'étais pas impressionné par lui, là. Il dit, j'en ai vu des morts, puis j'ai vu des affaires, puis j'ai reçu 2 balles, puis c'est un Français d'origine. Puis il dit, écoute, j'ai essayé de le convaincre de venir boire du vin chez nous pour le calmer. Mais il dit, il n'a pas voulu écouter. Mais il dit, je n'étais pas impressionné par ce qui s'est passé. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même un sang-froid à cause de son passé de militaire en France. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas contacté. Non, lui, pour lui, tu avais fait ton travail. Ouais, tu avais fait ton devoir. C'est ça. Genre. Puis moi, je n'avais pas le goût de relancer puis d'aller prendre un verre de vin avec lui. Fait que j'ai pas été. J'ai pas relancé son invitation. Puis quelques années plus tard, il est mort, je pense, d'un cancer. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'histoire de Jules Roiseux. Puis là, est arrivé 1 an plus tard, tu changes de district.